ça me permettra, au fil de mon intervention, de répondre à une question qui a été posée tout au début. Qu'est-ce qu'on fait ici ce soir? Et qu'est-ce que c'est que le programme partagé? Ou qu'est-ce qu'on veut faire avec le programme partagé? Il ne faut pas se tromper d'époque pour traiter cette question-là. Quelqu'un parlait du programme commun. On n'est plus à cette époque-là. On est dans une situation, comme disait Nicolas, d'une crise très grave, et il va forcément se passer des choses. Le monde, il disait, le monde est en train de basculer, le monde ne peut pas rester dans l'état d'hier. Il ne peut pas. Et la situation dans laquelle sont des millions de gens dans notre pays, mais j'en parlerai aussi à propos de l'Europe tout à l'heure, dans beaucoup d'autres pays, et dans le monde, on le voit en Tunisie, en Égypte, etc., c'est que des millions de gens ont conscience que la situation ne peut pas continuer comme ça. Pas seulement parce qu'elle est terrible pour eux, parce que la crise capitaliste fait des dégâts incroyables et qu'il y a tellement de gens qui vivent dans la misère que ça boue aussi à cause de ça. Il y a tellement de souffrances, tellement d'injustices, tellement d'inégalités qui ont explosé d'une manière tellement spectaculaire. Il y a la crise écologique, il y a les guerres, il y a tous ces phénomènes-là. Il y a tout ça qui rend la situation insupportable. Mais aussi, pour une autre raison beaucoup plus positive, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a plein de gens qui se rendent compte que ce monde-là ne peut pas apporter la solution au problème. Il ne s'agit pas seulement, les gens ne se disent pas seulement on a des injustices et on veut arracher un petit bout des richesses qui sont créées parce qu'il y a trop d'injustices. C'est que les gens se disent exactement ce que disait Nicolas tout à l'heure, si on continue comme ça, mais où on va finir? Où le monde va? Les gens se rendent compte que, par exemple, sur la jeunesse, qu'est-ce qui a été un des moteurs du mouvement sur les retraites? Il y a plein de choses. Il y a toujours plein de choses à un moment donné qui conduisent à une révolte. Mais il y a cette idée que c'est une aberration de faire cette réforme des retraites quand on n'est pas foutu de filer un travail aux jeunes du pays, quand on n'est pas foutu de leur offrir un avenir. Et on demande aux gens de travailler jusqu'à maintenant, à l'échelle de l'Europe, c'est ce qu'ils vont décider au sommet européen du 24 et 25 mars, de faire de la norme en Europe 67 ans pour la retraite dans tous les pays européens. Bon, cette situation-là, on sent bien que ça bout de tous les côtés. Moi, je trouve que la situation, ne nous trompons pas, elle est explosive, la situation. Elle est explosive en France comme dans beaucoup d'autres pays du monde. Le problème, et il va se passer des choses. La question, c'est qu'on ne sait pas, et ça, c'est pas écrit, est-ce que ces choses qui vont se passer, elles vont pousser dans un sens de progrès pour beaucoup de gens, ou elles peuvent aussi éclater autrement, et beaucoup moins positivement. Et il y a des forces qui travaillent pour ça. Et s'il n'y a pas une perspective d'espoir qui serait dans le pays, ça peut péter aussi, mais aussi de très mauvaise manière. Donc on a une responsabilité dans cette situation. Quand il y a des millions de gens dans un pays comme le nôtre qui se posent la question de changer, parce que les gens sont pas en train de... On n'a pas besoin de convaincre les gens sur le fait qu'il faudrait changer la situation. Ce qu'il faut qu'on la bataille politique qui est devant nous, c'est est-ce qu'il y a une perspective d'espoir qui se crée, qui leur dit que ce changement dans le sens du meilleur, il est possible, et par quel chemin y parvenir? C'est ça le débat qu'il y a dans le pays. Donc nous, notre responsabilité politique à ce moment-là, c'est de créer une perspective d'espoir, de crédibiliser une perspective d'espoir, et de convaincre qu'effectivement, non seulement le changement est possible, mais qu'il est possible dans le sens de l'intérêt général, dans le sens du progrès du plus grand nombre, et pas dans le sens de continuer à se foutre sur la gueule les uns sur les autres, que ce soit entre nous ou avec d'autres pays dans des perspectives de mise en concurrence accrue, de guerre, de tout ce qu'on veut, qui fera reculer à nouveau la situation de millions de gens. Donc moi je crois que tout ce qu'on se dit ce soir sur les inégalités, la situation des services publics, on voit bien qu'il y a plein de secteurs de la société, moi je ne reviens pas là-dessus, il y a eu des témoignages, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Il y a énormément de secteurs de la société où les gens pensent que le seuil de l'intolérable est passé. Il va y avoir une très grosse journée d'action nationale le 2 avril sur les hôpitaux. Il y a des luttes partout dans le pays, c'est insupportable ce qui se passe dans le secteur hospitalier en ce moment, ce qui se passe dans l'université, ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises comme
l'exemple qui nous était donné sur les LBO tout à l'heure, mais il y a plein d'autres formes, des choses aussi insupportables. Dans le domaine du logement, tous les gens qui s'occupent de ça n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme. La situation va exploser. Donc, est-ce qu'on est capable de transformer cette colère, cette envie de changement, en autre chose que du désespoir ou des colères très fortes, mais qui ne débouchent pas sur un progrès collectif? Est-ce qu'on peut rendre le changement possible? Moi, je crois que c'est ça la question. Alors, la question qu'on traite ce soir, elle est très importante. Parce qu'effectivement, on a une bataille politique à gagner, c'est qu'il n'y a pas de changement possible sans reprendre le pouvoir sur l'argent. Et là-dessus, quand je dis l'argent, n'ayons pas des faux débats, parce que l'argent, ce n'est pas seulement le rêve d'accumuler du fric, c'est son travail. C'est est-ce qu'on reprend le pouvoir sur notre travail? Parce qu'il n'y a pas d'argent dans cette société, nulle part, qui existe autrement que par le travail des gens. Donc ce qui fait des montagnes de fric quelque part, c'est le travail des gens qui sont dans cette salle ici, c'est pas autre chose. C'est le travail des Tunisiens qu'on exploitait, c'est le travail des gens qui ont fait des révolutions à leur manière en Amérique latine. Donc, il y a une volonté des gens, effectivement, il faut reprendre le pouvoir sur les richesses qu'on crée, peut-être pour discuter aussi de pourquoi on les crée, mais discutons de pourquoi on les crée, de ce qu'on fait, de comment on les utilise, mais c'est notre argent. Donc on n'est pas en train de discuter à ceux qui ont de l'argent le fait d'en avoir autant qu'eux. On est en train de discuter du fait qu'ils n'ont pas le droit de continuer à spolier notre travail et les richesses que nous créons comme ils le font aujourd'hui. Cet argent-là nous appartient. L'argent qui est dans les banques, nous ne le réclamons pas parce que nous rêvons d'être aussi riches que les banquiers. Nous leur réclamons notre argent, tout simplement, parce que le pognon qui est dans les banques, c'est le pognon des salaires et c'est rien d'autre. C'est pas autre chose. Et donc, quand on dit reprendre le pouvoir sur l'argent, c'est reprendre le pouvoir sur les richesses que nous créons et dont nous voulons discuter, la création, l'utilisation, la manière dont on s'en sert, etc. C'est ça qu'on veut discuter. Donc moi, je crois que ça, c'est très important. Et il faut discuter ce terrain-là avec des propositions concrètes. Le programme, nous ne faisons pas de débat. Oui, on a besoin d'un programme. Sarkozy, depuis qu'il est au pouvoir, il n'improvise pas. Hein. Il n'improvise pas, il est arrivé avec un programme très précis sur ce qu'il fallait faire. Et il applique, mesure après mesure, son programme, sur lequel ils avaient beaucoup travaillé. Donc le peuple et les forces de gauche ont besoin de travailler sur un bon programme. Parce que si on prend le pouvoir, je vais y revenir après, on aura des bagarres devant nous, et il faut savoir comment on les mène et dans quelle direction on va avancer. Donc il faut travailler le programme. Il faut le travailler différemment de ce qu'ils ont fait, mais il faut le travailler. Et sur ça, moi, juste sur des choses... Le cœur de ce qu'on débat ce soir, c'est ce que je viens de dire, c'est inverser la spoliation du travail. Aujourd'hui, le travail est spolié pour nourrir la finance. Et il faut par tous les bouts couper ça et inverser la donne. Donc il faut reprendre, et là-dessus, toutes les mesures qu'a développées Denis dans son introduction sont des mesures qui doivent être mises dans le débat public. Reprendre le pouvoir sur l'entreprise, je ne redétaille pas tout, mais et arrêter d'exonérer les cotisations sociales. Parce que cette politique d'exonération de cotisations sociales, elle ne fait pas de l'emploi, elle fait de la finance. Donc il faut arrêter les exonérations de cotisations sociales. Ça obligera les patrons à mettre une part grandissante du pognon dans les salaires, finalement. Dans les salaires ou dans la protection sociale, mais c'est la même chose d'une certaine manière. C'est du pouvoir d'achat et de la protection pour les gens. Donc il faut, et il y a toute une série de mesures, il faut arrêter, il y a un rapport qui vient de le dire, plus les entreprises sont grosses, moins elles payent de l'impôt. Et celles qui payent le moins d'impôts sont les entreprises du CAC 40 qui viennent d'annoncer pour toute l'année 80 milliards d'euros de profit. Donc ça, c'est pas possible, il faut arrêter les exonérations fiscales pour les entreprises, et il faut même le système totalement inverse. Là, plus elles sont grosses, moins elles payent, ça devrait être exactement le contraire. Il faut arrêter la précarité dans les boîtes, parce que la précarité dans les boîtes, c'est la même chose, c'est pas pour créer de l'emploi, c'est pour aller à la finance. Donc il faut de l'emploi qualifié, il faut inverser. Sur les salaires, il ne faut pas être sur la défensive sur les salaires, parce que, je reparle sur les... Ils sont en difficulté en ce moment. Je vais vous lire, je l'ai amené, un éditorial des Échos, du 24 février, donc c'est hier.
Dominique Seux, le gars qui fait la chronique tous les matins sur France Inter, qui est le rédacteur en chef des Échos. Ils viennent de publier un sondage dans les Échos qui les inquiète, parce que 56% des Français dans ce sondage disent qu'ils sont persuadés que leur pouvoir d'achat va baisser dans les 3 prochains mois. C'est en progression, ce chiffre, de 14 points de plus, c'est-à-dire là maintenant il y a 56% des Français qui disent ça, c'est 14% de plus que le mois précédent. C'est un sondage qu'ils font régulièrement. Donc que ça les inquiète quand même. D'autant que ceux qui après dans son édito, c'est vrai, ils vont perdre du pouvoir d'achat. Et il dit pourquoi, pour les raisons que vous connaissez, les prix alimentaires vont augmenter, l'énergie va augmenter, le gaz va augmenter, les salaires vont pas augmenter, etc. Et il continue, il dit, est-ce que Jean-Claude Trichet a eu raison, le patron de la BCE, je lis sa phrase, de dire, a-t-il eu raison de lancer cette mise en garde solennelle, augmenter les salaires serait la dernière bêtise à faire. Et il dit, il continue, il dit, bon, il a raison, sur le fond, il a raison, évidemment, c'est le rédacteur en chef des Échos qui écrit. Il dit, il a raison, mais, ajoute-t-il, le patron de la BCE aurait pourtant tort de répéter trop souvent tout haut ce qu'il est en droit de penser tout bas. Et il continue, écrit dans l'éditorial des Échos d'hier matin. Et il continue, et il dit pourquoi il aurait tort de continuer à dire tout haut ce qu'il pense tout bas, entre autres choses, mais il donne plusieurs arguments. Il dit cet avertissement est trop abrupt, voire inopportun, car après des années de modération et d'individualisation, la question salariale se pose bel et bien. Si on n'y prend pas garde, dit-il, les excellents résultats des grands groupes, le retour de faramineux bonus dans les banques et le juridisme dans lequel semble se noyer le G20 vont creuser rapidement le fossé entre l'opinion et des élites qui donnent l'impression que la crise est finie. Donc il dit, faites gaffe, il y a un énorme problème salarial dans le pays, vous donnez l'impression que les inégalités vont se creuser, et si en plus Trichet répète partout c'est la dernière des conneries à faire, le truc va exploser. En gros, c'est ce qu'il est en train de leur dire au patron. Mais ça veut dire qu'ils ne peuvent plus justifier la modération salariale avec la situation actuelle. Donc oui, nous avons raison de porter très haut la question des salaires, parce qu'ils peuvent craquer sur ça. Et nous devons faire reculer la fatalité et l'idée qu'il y a dans trop de têtes que c'est absolument nécessaire et juste d'augmenter les salaires, mais que c'est peut-être pas possible de l'obtenir. Moi, je dis en ce moment, s'il y avait un grand mouvement sur les salaires, il serait très en difficulté pour y résister.